Donc, bonjour à tous, merci d'être venus. Aujourd'hui, on va vous parler de capteurs connectés et de data visualisation sur le thème de la pénibilité au travail. Donc bonjour, je m'appelle Christophe Jolivet, je travaille chez Abside en tant qu'agitateur technique et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sous l'acronyme JoliVC. Bon, je m'appelle Sébastien Laporte, je suis ingénieur développeur tout-terrain chez Abside Top. Vous pouvez me suivre sur Twitter, Seb_Laporte, et me retrouver sur la page GitHub Seb Laporte. Alors, l'idée de ce projet d'objets connectés et de mesure de pénibilité, c'est venu suite à une discussion avec un client. Donc ce client réfléchit à la structure des postes de travail sur des chaînes d'assemblage plutôt côté industrie, sur la façon de réduire justement les contraintes pour les travailleurs, faire en sorte qu'ils fatiguent moins. Et suite à ces discussions, on s'est demandé si on ne pouvait pas avoir une mesure impartiale de cette pénibilité. Finalement, c'est juste lié au salarié qui dit ouais, comme ça, c'est mieux, je fatigue moins. Donc on voulait quelque chose avec des métriques, quelque chose d'impartial, d'où l'idée de barder quelqu'un avec quelques capteurs et puis d'avoir une mesure impartiale. Si on s'intéresse un petit peu à finalement qu'est-ce que c'est que la pénibilité dans le travail, il y a un texte de loi qui est passé l'année dernière, si mes souvenirs sont bons. Qu'est-ce qu'on trouve dans la pénibilité du travail? On va trouver tout d'abord les rythmes. Alors les gens qui vont travailler la nuit, les gens qui vont travailler en équipe, vous savez, vous êtes une semaine de nuit, une semaine de jour. Bon là, on ne peut pas faire grand-chose pour les mesures. Les gens qui vont avoir des gestes répétitifs, c'est avec les personnes qui vont aller chercher quelque chose sur une étagère, comme ça, plusieurs fois par minute, pendant des heures. Et les autres facteurs qui peuvent être considérés comme de la pénibilité au travail, on va trouver la pression. Donc là, ce n'est pas la pression nerveuse mise par le management, mais c'est la pression atmosphérique. Donc ça concernait plutôt les plongeurs. Les températures, donc les gens qui travaillent dans les frigos ou dans les environnements de type fonderie. Et enfin, le bruit. Vous pouvez aller voir les détails sur service public. Vous verrez, les niveaux de contraintes sont déjà très hauts pour considérer la pénibilité. Donc l'objectif de ce projet, c'est à partir de différentes mesures, pouvoir ensuite faire une analyse en fait, objective, comme le disait Christophe, sur cette pénibilité. Pour la mesure, on a sélectionné plusieurs types. Tout d'abord, celle qui nous a paru la plus pertinente, c'est de mesurer l'orientation des différents membres, donc des bras, des jambes et du dos. Ensuite, pour compléter cette information, pour pouvoir la quantifier, il nous fallait une mesure justement qui puisse quantifier cet effort. On s'est proposé de mesurer la fréquence cardiaque. En effet, généralement, plus un effort physique va être important, plus la fréquence cardiaque va augmenter. Et enfin, comme le disait Christophe, la pénibilité du travail, ça peut être aussi lié à l'environnement. Donc c'est pourquoi on se propose de mesurer la température et l'humidité. Donc ensuite, une fois qu'on aura effectué ces différentes mesures, avec différents capteurs, il va falloir, dans un premier temps, les collecter, pour ensuite pouvoir les stocker, et enfin effectuer l'analyse. Pour cette analyse, on s'est donné pour objectif de pouvoir tout d'abord visualiser les mouvements de façon graphique, donc les mouvements des bras, du dos et des jambes. Visualiser aussi la fréquence cardiaque. Et l'objectif, c'est également de pouvoir créer des dashboards d'analyse où on va pouvoir tout de suite avoir une visualisation et pouvoir conclure sur la pénibilité de façon objective. Donc je vous propose qu'on commence par le début de la chaîne, par la partie mesure qui a été la conception des capteurs connectés. Donc la problématique qui a été la nôtre, tout d'abord le plus important, on s'est donné pour objectif d'avoir une solution qui soit non intrusive. L'idée, c'est de ne pas rajouter une pénibilité supplémentaire aux travailleurs. Donc on va par exemple éviter d'avoir des capteurs qui soient encombrants ou qui viennent empêcher les mouvements avec des câbles, par exemple. Ensuite, dans le cadre de ce projet, on a axé nos choix techniques sur une simplicité de mise en œuvre pour avoir un projet fonctionnel le plus rapidement possible. Pour aller avec la problématique non intrusif, on s'oriente, si on ne veut pas de câble, sur une solution sans fil. Pour ça, aujourd'hui, dans les domaines des objets connectés, on va retrouver du Bluetooth, du Zigbee, peut-être là plus sur des problématiques de domotique, et enfin le Wi-Fi, donc il a fallu choisir une solution. Enfin, pour pouvoir effectuer des mesures sur une période de plage suffisamment
importante, il faut qu'on ait des capteurs qui aient une autonomie suffisante. Donc on a essayé de diminuer la consommation de nos capteurs. Et enfin, la problématique majeure de la conception de ces capteurs, c'est de faire la partie estimation de l'orientation. Il faut savoir qu'il n'y a aucun capteur qui va nous donner directement l'orientation telle qu'on la connaît sur les 3 axes X, Y, Z. Donc l'idée, généralement, c'est de récupérer des données. Ça va être généralement des données d'un accéléromètre, d'un gyroscope, et qu'on va venir fusionner, entre guillemets. Donc il y a des solutions donc, plus ou moins simples à base de filtres complémentaires, filtres de Kalman. Après, on a des choses beaucoup plus compliquées qui vont nous permettre là de passer dans l'estimation sur 3 axes. Les filtres complémentaires et de Kalman vont bien fonctionner sur 2 axes, mais pour notre besoin, on avait besoin d'avoir les 3 axes. Donc c'était soit l'algorithme de McDwick, soit après d'autres solutions, généralement propriétaires. Donc pour le choix du matériel de ce capteur, tout d'abord la partie centrale de ce capteur, c'est le microcontrôleur. Alors on a choisi le microcontrôleur ESP12E, ça va peut-être pas parler à beaucoup de gens ici. Il fait partie de la grande famille des ESP8266. C'est un microcontrôleur qui est beaucoup utilisé dans le domaine des objets connectés do it yourself ou dans de la domotique do it yourself. Le gros avantage de ce microcontrôleur, c'est qu'il embarque directement une connexion Wi-Fi. Il a un CPU qui a une fréquence de fonctionnement à 80 MHz, qui va nous permettre du coup de pouvoir effectuer suffisamment de petits calculs directement sur l'embarqué. Et enfin, il est compatible Arduino, donc ça nous permet de répondre à notre problématique de simplicité de mise en œuvre. Pour le choix des capteurs, comme je vous le disais, pour obtenir l'orientation d'un objet, on va avoir besoin de plusieurs types d'informations. Donc là, on a le MPU 6050 qui va nous permettre de récupérer l'accélération et des données gyroscopiques. Ensuite, pour la température et l'humidité, on a choisi une référence parmi d'autres, le BME 280. En fait, le gros intérêt de ces 2 capteurs, c'est que ce sont des capteurs numériques et qui vont permettre de faire une communication simple sur le microcontrôleur via un bus I2C. Alors, ce type de connexion, on en a partout, on en a dans les télés, c'est très utilisé pour raccorder des composants électroniques à un microcontrôleur. Donc pour la réalisation de notre prototype, il a fallu choisir on s'est orienté en fait sur une carte de prototypage. On a choisi l'univers Wimos qui permet en fait d'embarquer le SP12E directement sur une carte toute faite. Et il dispose d'un ensemble de shields. Donc par exemple pour la gestion de l'énergie, donc on a 6 capteurs qui sont alimentés par une petite batterie LiPo. Et pour gérer du coup la recharge de la batterie par USB et alimenter le microcontrôleur avec une tension constante. Alors, on utilise une petite carte en fait, qui est directement fournie par Wimos. Et enfin, pour pouvoir packager et porter ces capteurs, il a fallu concevoir et imprimer des boîtiers en 3D pour pouvoir les packager. Pour le microprogramme, donc le code qui va tourner dans nos capteurs, comme je vous le disais, la grande famille des ESP8266, c'est compatible avec l'environnement Arduino. Donc on a développé un petit programme en langage C. L'énorme avantage d'Arduino, c'est qu'on va disposer de nombreuses bibliothèques. Donc en l'occurrence, les capteurs qu'on a utilisés, qui sont raccordés par I2C, on n'a pas eu à réimplémenter toute la communication. On fait qu'utiliser en fait les bibliothèques et on va développer en fait la glue qui va vous permettre d'utiliser toutes ces bibliothèques. Et on s'appuie aussi sur des bibliothèques natives à Arduino. Pour l'estimation de l'orientation, comme je vous le disais dans la problématique, il y avait plusieurs solutions. On a fait le choix de la solution qui fonctionne le mieux, en l'occurrence, qui est l'utilisation d'une solution propriétaire, malheureusement. Donc le MPU 6050 est fourni en fait avec un code propriétaire qui est déjà précompilé, qu'on va pouvoir flasher, intégrer directement au démarrage du microcontrôleur dans une petite partie en fait, du capteur qui est spécialisé dans le calcul. Donc c'est ce qu'ils appellent un DMP. C'est une domination commerciale surtout. Donc en fait, cette petite unité, elle va aller pour nous récupérer les données du gyroscope, de l'accéléromètre,
appliquer un traitement dont ils ont le secret, et ils vont nous retourner un quaternion. Alors un quaternion, c'est un outil mathématique qui permet en gros de mesurer, d'estimer l'orientation d'un objet dans l'espace. C'est un outil qui est très pratique, mais qui ne va pas nous permettre, en fait, de nous, humains, de pouvoir visualiser l'orientation d'un objet tel qu'on la conçoit sur les 3 axes X, Y, Z. Donc c'est pour ça que, directement dans les capteurs, on fait la conversion du domaine des quaternions dans le domaine de l'air. Le domaine de l'air, c'est le domaine que l'on connaît, les 3 axes, et on obtient notre orientation. Rapidement, ce qui se passe à l'intérieur du microcontrôleur, en fait, lorsqu'il va s'initialiser, il va configurer le Wi-Fi pour pouvoir se connecter ensuite sur un équipement. Il va également utiliser OTA, qui est une bibliothèque qui est fournie par Arduino, qui va nous permettre de pouvoir mettre à jour nos capteurs directement via le Wi-Fi. Ensuite, on fait la configuration du bus I2C, configuration de notre capteur d'orientation, où ça va consister essentiellement en fait, à envoyer le microprogramme dans le DMP. Et ensuite, on va faire la gestion des interruptions. Alors, les interruptions, c'est quelque chose qui va être assez utilisé dans les objets connectés et dans l'embarqué en général. En fait, on va avoir 2 types d'interruptions. Une première interruption qui est matérielle pour gérer en fait, la récupération des données du DMP. En fait, dès lors que cette petite puce qui est dans le capteur va avoir une estimation de l'orientation, il va, via une entrée du microcontrôleur, déclencher cette interruption matérielle et on va pouvoir récupérer les données. Ensuite, on a une deuxième interruption, cette fois-ci logicielle, qui, elle, va nous permettre de cadencer l'envoi de nos données. Et du coup, c'est ce qui va nous permettre, là, dans la boucle principale du programme, on voit en fait qu'on a principalement deux handlers d'interruption. Le premier pour récupérer les données à une certaine fréquence, et une seconde pour l'envoi des données. C'est tout ce qui se passe en fait dans notre programme. Donc, on a tous ces capteurs qui sont éparpillés. Donc, vous les voyez sur mon bras, sur mes bras, mon dos. J'en ai sur le haut des cuisses aussi. Maintenant, il va falloir réussir à collecter toutes ces données. Donc, on va s'intéresser à la partie collecte. Sur la partie collecte, les problématiques, on est toujours avec cette notion de ne pas être intrusif pour le travailleur. Donc, cette autonomie, pas trop d'encombrement, pas de câbles qui vont retenir les personnes, une alimentation en énergie qui soit autonome. Et puis, on a fait le choix, du coup, de s'isoler du système de stockage, parce que le système de stockage pouvait nous demander des ressources processeurs, des choses comme ça. Donc, on a choisi de le laisser déporter ailleurs, mais du coup, il nous faut une solution de communication vers ce système de stockage. Et comme l'idée est éventuellement de mesurer des personnes qui travaillent dans une usine, qui vont être amenées à se déplacer, qui pourraient passer hors réseau du système de stockage, il nous faut une solution de bufferisation sur la personne. Pour ça, on a fait le choix de MQTT. Alors MQTT, c'est un broker de messages. Enfin, c'est un standard MQTT, standard au niveau de l'Oasis, et ça va consister à avoir un broker de messages qui va avoir une faible empreinte logicielle. Et pour ça, il y a de nombreuses implémentations open source du broker de messages. Nous, on a fait le choix de se tourner vers Mosquitto. Du point de vue d'utilisation, c'est relativement simple. On a le broker MQTT au milieu. On va voir nos différents capteurs que vous avez ici représentés sur la gauche. Ces capteurs vont venir publier des messages, donc les coordonnées calculées, leur position, dans des topics MQTT. Donc le topic portant le nom du capteur. De l'autre côté, on va avoir une solution de stockage qui va venir souscrire dans ces topics et qui pourra recevoir les messages et les stocker. Au niveau du standard MQTT, il y a 3 niveaux de qualité de service. Dans le premier niveau de qualité de service, vous envoyez un message dans un topic. Si personne n'écoute à l'autre bout du topic, le message est perdu. Au deuxième niveau de qualité, vous allez envoyer le message dans un topic. Si personne n'écoutait, là aussi, les messages sont perdus. Par contre, si quelqu'un était venu écouter en disant « j'ouvre une session » et que vous avez perdu la connexion, les messages vont être stockés en attente au niveau de la session. Et du coup, quand la personne qui écoutait revient reprendre sa session, elle va récupérer tous les messages qui étaient en attente dans le buffer. Donc c'est la solution qu'on a choisi d'utiliser pour faire le buffer. Le troisième niveau de qualité, il consiste à avoir un acknowledgement sur la consommation du message. Cette partie-là nous intéressait moins, donc on ne l'a pas utilisée.
On a un autre type de capteur dont on n'a pas beaucoup parlé pour l'instant, qui est le cardio-fréquence-mètre. Donc c'est un cardio-fréquence-mètre standard qui sort d'un magasin de sport. Et ce cardio-fréquence-mètre, il communique, lui, en BTLE, en Bluetooth Low Energy. C'est un appareil standard du marché, on ne peut pas mettre la main dedans, on ne peut pas venir lui dire pousser les infos dans le topic MQTT. Donc il nous fallait là aussi encore une solution pour pouvoir récupérer ces données. Cette solution, elle a pris la forme de Node-RED. Alors, Node-RED, c'est un projet qui a été initié par IBM. C'est un ETL qui va reposer sur Node.js. C'est une plateforme qui est vraiment orientée dans l'esprit des objets connectés, mais qui peut servir aussi à énormément d'autres choses. Si vous êtes intéressé, notamment des interactions avec des chatbots et des choses comme ça, on voit de plus en plus d'usages. L'intérêt, c'est qu'il va nous permettre de créer aussi simplement des dashboards. On va commencer par une première démo. Hop, voilà. Donc là, je suis sur le Node-RED qui s'occupe de gérer la connexion. Alors, on va commencer par faire une petite démo du Node-RED. Node-RED, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ce qu'ils appellent un flow. C'est un flux d'informations au sein de l'ETL. On va avoir des connecteurs d'entrée. Par exemple, ici, je vais mettre un simple inject. On a différents types de connecteurs, du MQTT, du HTTP, des WebSockets, des choses comme ça. Vous allez avoir des connecteurs de sortie. Donc, je vais venir prendre, par exemple, un debug. On a là aussi des choses spécialisées. Il y a tout un écosystème de plugins autour de Node-RED. Vous allez pouvoir trouver des connecteurs pour différentes choses, des services. Là, je vois, il y a un Watson IoT. Nous, on a trouvé un connecteur spécifique pour les cardio-fréquence-mètres BTLE. Il y a vraiment beaucoup de choix. Vous voyez, il y a des trucs sur les réseaux sociaux, les mails. Ça simplifie beaucoup de choses. Ensuite, vous pouvez venir glisser éventuellement au milieu, comme dans tout ETL, la partie transformation. Donc vous allez pouvoir splitter des messages, les joindre, les transformer. Ce sont des simples fonctions JavaScript que vous allez écrire. On va se contenter ici de rejoindre les deux. On déploie le flow au sein du serveur Node-RED. Et si je viens voir ici, hop, je vais vous vider le debug. Si je viens voir ici, si je déclenche une donnée à l'entrée, j'ai une donnée à la sortie. C'est aussi simple que ça. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est on a au niveau de la fréquence cardiaque, donc on a un connecteur qui vient se brancher, qui vient se connecter au cardio-fréquence-mètre. On fait une petite transformation de la donnée pour lui mettre un timestamp, information qu'il n'y a pas directement dans les données du cardio-fréquence-mètre. Et je vous rappelle que comme on prévoit de bufferiser les données, c'est bien d'avoir l'instant où la donnée a été générée d'inscrire tout de suite. Et après, la donnée est repostée dans un second topic MQTT. On peut, je vous disais, avoir des dashboards. Donc on a des dashboards relativement simples. Donc par exemple ici, si je lève le bras, petit effet démo. Ouais, il y a mon bras droit, non. Si, ça y est, voilà. L'onglet est un peu long à rafraîchir au démarrage. La machine est un peu chargée, vous verrez après tout ce qu'on a dedans. Non, elle veut pas. Si, voilà. Voilà. Mon bras droit a bougé, ça redémarre, il se remet, voilà. Hop, si je rebaisse mon bras. Voilà. Donc on voit les données qui viennent directement. La fréquence cardiaque aussi. On a aussi, par exemple, la fréquence cardiaque. Donc vous voyez que le métier de speaker est pénible aussi, il y a un petit peu de stress. Ça s'enflamme, je vais l'arrêter avant que les pompiers interviennent. Hop. Alors, il y a des gens qui ont perdu des paris. Il y avait des paris sur ma fréquence cardiaque au moment où j'afficherai le truc. Il nous fallait une solution pour héberger ce broker MQTT, pour héberger ce Node-RED. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un composant qu'on appelle la gateway. La gateway, qu'est-ce que c'est? C'est le petit truc que vous voyez là à ma ceinture. Donc vous avez une photo là. On a dedans un Raspberry Pi 0W, donc la petite zone encadrée en rouge. Et le Raspberry Pi 0W, c'est quoi? C'est un processeur à 1 GHz, 512 Mb de RAM, la connexion Wi-Fi, la connexion Bluetooth, ça tombe bien essentiellement pour échanger avec le cardio-fréquence-mètre. Et donc on a ce connecteur qui va ouvrir un réseau Wi-Fi, enfin cette gateway qui va ouvrir son propre réseau Wi-Fi. Pour ça, on a utilisé un logiciel qui s'appelle RaspAP, qui nous permet de transformer un Raspberry en access point. Et les différents connecteurs que je porte sur les bras, le dos, les jambes, viennent se connecter à ce réseau Wi-Fi pour pouvoir pousser les données dans les topics MQTT. Donc, notre gateway, elle fait fonctionner les topics MQTT et le Node-RED qui nous permet de récupérer la fréquence cardiaque aussi. Et c'est là que je devais parler de NTP que je suis en train d'oublier, c'est ça?
Ouais. Il reste un dernier truc dedans. Au niveau du Node-RED, si vous avez vu tout à l'heure dans les dashboards, on a des trucs supplémentaires. C'est-à-dire que les capteurs que je porte, il n'y a pas d'horloge interne dedans. Donc à partir du moment qu'on coupe l'interrupteur, ils perdent l'heure. On ne s'est pas embêté à venir pousser l'heure dedans. Pareil pour le cardiofréquencemètre, il n'y a pas d'horloge. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a réutilisé le Node-RED, qui reçoit toutes les données des capteurs, qui les prend directement dans les topics MQTT dès qu'elles arrivent, et qui va venir mettre un timestamp dessus, et reposter ça dans un autre topic MQTT, où on a la qualité de service à 1, et qui nous sert de buffer pour la suite des opérations. On va avoir une slide de toute manière pour récapituler un petit peu tout ça. On arrive à la partie stockage. Au niveau du stockage de nos données, on a des données qui vont représenter des mesures en fonction du temps. Quand on a ce type de données, on a affaire à ce qu'on appelle une time series. C'est une donnée qui va fluctuer en fonction du temps. Alors l'intervalle entre les points de mesure peut être constant ou pas. La donnée peut présenter des patterns cycliques ou pas. On a simplement une time series. Et naturellement, quand il va être question de stocker une donnée de type time series, on s'est tourné vers les bases de données time series qu'on va voir juste après. Je me suis couré dans l'ordre. Les problématiques qu'on avait ici, ce sont l'horodatage des données. Donc je viens d'en parler. On l'a fait du coup avec le Node-RED. Déterminer le format de stockage de nos données temporelles. Comment est-ce qu'on va injecter nos données dans notre système de stockage, puisque je vous rappelle, elles sont dans les topics MQTT, éventuellement bufferisées. Et puis après, comment est-ce qu'on va pouvoir visualiser toutes ces données? Pour l'horodatage, je savais bien qu'il y avait une slide. Je vous l'ai spoilé. Donc pas d'horloge dans les modules, comme je vous ai dit. Ce qu'on fait, c'est du coup qu'on a un client NTP. Donc on a un client Network Time Protocol qui est dans la gateway, ici, qui va au démarrage de la gateway, parce qu'elle non plus, elle n'a pas d'horloge. Si je la débranche, elle perd l'heure. Donc quand on va l'allumer, elle va venir se mettre à l'heure vers un serveur NTP. Et puis ensuite, on va utiliser le Node-RED qui est dedans pour simplement récupérer les données dans les topics et venir mettre les timestamps sur les données. Du point de vue stockage, je vous ai dit, on a les time series, donc on s'est tourné vers les time series database. Il y a différents produits dans le marché. Vous allez trouver Open Time Series DB, vous allez trouver InfluDB, vous allez trouver Warp 10. Simplement, comment ça marche? On a la notion de mesurement dans une Time Series DB, donc c'est les mesures que vous faites. Ça va être avec une value et le temps. La valeur mesurée et le timestamp qui va avec. L'ensemble, ça constitue un point de votre graphique. Et vous pouvez ajouter ce qu'on appelle des tags sur les données. Donc ce sont des métadatas. Ici, par exemple, elles indiquent de quel angle il s'agit sur la mesure. L'avantage de ces tags, c'est qu'ils vont être indexés et qui vont vous permettre de faciliter les requêtes. Ça va vous permettre de filtrer dans vos requêtes. Au niveau requêtes, alors ça va varier un petit peu en fonction de la solution que vous avez en time series, mais généralement, on a des requêtes qui ressemblent à du SQL. La seule chose, c'est que vous avez une grosse part dans la clause where où vous dites à partir de quel point du temps vous voulez jusqu'à quel point du temps. Donc du coup, une fois qu'on avait choisi le type de base de données pour notre cas d'application, il a fallu choisir une stack. Alors il y en existe plusieurs, mais celle qui est le plus souvent utilisée, comme on l'a vu, c'est la stack TIG. Alors on va la décomposer. Donc le T, c'est pour télégraphe, qui est un agent qui va nous permettre de collecter les données et faire l'injection en base. On peut faire d'autres choses avec télégraphe. On n'est pas obligé de faire l'inscription dans une base de données. On peut par exemple inscrire des données dans un topic MQTT, on peut faire plein d'autres choses. La base qu'on a choisie, c'est InfluDB, une base de données time series évidemment. Et ensuite, pour la visualisation des données et l'exploitation des données qui sont stockées dans InfluDB, on a utilisé Grafana, qui est un dashboard, et qui va nous permettre du coup, de créer nos dashboards qui vont nous permettre de faire l'analyse. Il existe une stack alternative, qui est la stack TIC, où en fait, on va retrouver Chronograph qui va remplacer Grafana. Alors Chronograph, c'est une solution qui est poussée par Infludata, donc ceux qui fournissent InfluDB et Telegraph. Donc ça permet de faire
c'est dans la même philosophie, mais on est quand même sur un produit qui est aujourd'hui quand même moins abouti que Grafana. Et ensuite, un élément qu'on n'a pas dans notre stack TIG, donc on n'avait pas forcément besoin dans un premier temps, c'est Capacitor. Capacitor va permettre en fait de faire des traitements, soit en direct dans un flux de données, soit par des traitements par batch. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas choisi d'utiliser, on s'est cantonné à la stack TIG. Alors petit bémol quand même, on s'est confronté à une limitation sur l'utilisation de télégraphe. Comme vous présentait Christophe tout à l'heure, donc petit rappel, les données qui sont envoyées par les capteurs, elles sont envoyées, pushées dans un topic MQTT. Donc là, on a les données brutes. Ensuite, on a le Node-RED qui tourne sur la gateway, qui va venir consommer ces topics pour pouvoir juste ajouter le timestamp. Donc en fait, on lui précise le timestamp qu'on a besoin d'enregistrer, de taguer sur nos données. Ce qui va nous permettre d'avoir de la bufferisation en cas de coupure de connexion. Le problème, c'est que Telegraph, il n'autorise pas ça. On ne peut pas préciser un timestamp quand on injecte des données avec Telegraph. Donc c'est pas grave, on s'est tourné vers un autre ETL. Donc on a fait le choix encore de Node-RED. Donc ça, c'est un Node-RED qui va être sur un poste d'analyse. Où en fait, ici, on vient faire quelque chose de relativement très simple, où on va du coup, à gauche, consommer les topics, les différents topics MQTT. Ensuite, on va avoir un bloc fonction JavaScript qui va nous permettre essentiellement de faire de la mise en forme pour pouvoir fournir des données bien formatées à un plugin. Donc là, on a installé un plugin qui nous permet d'utiliser une base InfluDB. Là, en l'occurrence, on va faire des inscriptions dans une base. Et voilà, on fait ça simplement avec Node-RED. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur Grafana, ce qu'on obtient en fait en termes de visualisation. Donc là, on est sur un dashboard Grafana. Donc là, on est sur des données enregistrées. On voit la plage de temps ici. Je vous montrerai ensuite les données en live. Donc là, si on regarde un petit peu ce qu'on peut faire avec Grafana, sur la partie supérieure, on va retrouver des indicateurs numériques sous forme de jauge, où on a essayé un petit peu de se représenter l'orientation. Donc là, en fait, on va avoir la moyenne de l'orientation des bras et des jambes sur la période de temps qui est sélectionnée ici. Ici, on a la fréquence cardiaque, en l'occurrence, c'était ma fréquence cardiaque pendant ces quelques minutes, toujours une moyenne. Et ensuite, on a différents graphes, donc la fréquence cardiaque, les différents points qui reprennent les différentes mesures. Et ensuite, on vient avoir l'orientation des bras, des jambes et du dos. Donc là, chaque couleur a son pour droite et gauche. Donc je vais vous montrer, c'est assez simple si vous voulez utiliser Grafana. En l'occurrence, en l'utilisant avec InfluDB, il y a une très bonne intégration entre les deux. Donc ce qu'on a juste à faire, en fait, c'est tout d'abord de créer en fait, une data source. On va venir faire, en fait, lui donner la connexion à l'API d'InfluDB. Et une fois que ça c'est fait, on peut aller créer un nouveau dashboard, où là, donc, on est sur un dashboard vide. On va pouvoir sélectionner le type de visualisation qu'on veut. Donc, généralement, ce qu'on va faire, c'est soit un graphe, soit un single stat. C'était les petites jauges que vous voyez sur l'écran précédent. Donc, par exemple, on va créer un graphe. Ici, bon, après, on peut modifier un petit peu à notre goût notre panel. On vient l'éditer. Et ici, on va retrouver sur cette partie, la partie métrique. On va venir en fait configurer ce qu'on a envie de récupérer comme données. Et là, on va être assez assisté par Grafana. Donc on va tout d'abord lui sélectionner la data source, si on en a plusieurs. Si on n'en a qu'une seule, en l'occurrence, on va voir la base par défaut, mais on peut quand même lui préciser. Et ensuite, on va créer une première requête. Par exemple, on va se proposer de sélectionner, de créer un graphe. Voilà, le bras gauche. Ensuite, on va sélectionner un type de mesure. Et on va sélectionner la mesure sur l'axe Y. Ensuite, on a ce qu'il faut. En fait, on va avoir notre graphe sur la période de temps donnée. On va faire une moyenne de tout ça. Donc là, voilà, il nous a sélectionné là, sur les dernières 6 heures. Si je me mets sur les dernières 30 minutes,
Donc là, on a l'orientation du bras Gauche. gauche de Christophe Voilà. sur les 30 dernières minutes. Depuis le début de la présentation. Donc ici, bon, là, on a un petit nom qui n'est pas forcément très explicite. On va pouvoir du coup donner un nom à notre courbe. Ensuite, ce qui serait bien, c'est d'avoir le bras gauche. Donc on va tout simplement le bras droit, pardon. Où on va venir tout simplement rajouter une deuxième requête. Où là, on va aller sélectionner right arm, type. On sélectionne la valeur sur Y également. Et là, on obtient notre graphe. On a une petite perte de... On a perdu le bras droit pendant un moment. Bon, ça nous arrive. Qu'on a vu tout à l'heure, quand on s'est connecté au réseau Wi-Fi, il y a un environnement qui est assez chargé en réseau Wi-Fi. C'est peut-être pour ça. Donc voilà ce qu'on peut faire. Après, on a toute une partie, en fait, on va pouvoir venir tuner un petit peu et faire de la cosmétique sur notre graphe pour des besoins particuliers. Donc si on retourne... si on s'intéresse rapidement à la courbe, excuse-moi Sébastien, on voit que Sébastien parlait au début et que j'étais plutôt statique, et puis ensuite quand j'ai pris la parole, j'ai beaucoup levé le bras droit pour montrer des choses. Vous voyez la courbe jaune qui fait énormément de pics vers le haut, et là il avait repris la parole et je suis beaucoup plus calme depuis tout à l'heure. Si on retourne sur le dashboard, on va pas enregistrer. Je vais aller sur mon dashboard de capteur. Si on fait une rapide analyse, parce que c'est quand même l'objet de ce projet, donc là, sur la petite période de temps où j'avais fait quelques expériences, si on s'intéresse à cette partie, là, on voit avec les jambes que j'ai effectué différentes flexions. Donc on peut venir en fait sélectionner une plage de temps, et là, automatiquement, il va mettre à jour en fait tout notre dashboard. Donc là, on voit que les valeurs moyennes ont changé. Sauf ici, non, elles n'ont pas changé. Alors, ça va peut-être se mettre à jour. La machine est assez Vous allez voir après, il y a beaucoup de choses qui tournent sur la machine. Oui. Donc là, on peut observer l'évolution du rythme cardiaque. Si on retourne... là, du coup, par exemple, ce qu'on peut voir, je vais rezoomer, on verra mieux. Là, on a une phase où en fait, on voit les jambes, on a 90. J'étais tout simplement assis en fait, et on voit après l'effort la fréquence cardiaque qui rediminue au fur et à mesure que j'arrête de faire un effort. Donc, comme vous avez pu le voir sur cette démo, en fait, ce qu'on va pouvoir faire avec Grafana, c'est essentiellement afficher des valeurs, directement les valeurs, avoir des indicateurs. Mais en fait, on se retrouve assez vite limité. On est quand même sur un outil qui, à la base, si on voit déjà ce que nous permet de faire Télégraphe, on est sur un outil qui est essentiellement axé sur de la mesure de métriques sur une machine. Donc on a un petit peu contourner l'utilisation de Télégraphe, même si ça fait bien le boulot. On va être limité si on veut faire des analyses un peu complexes, comme par exemple si on veut savoir combien de temps Christophe a placé avec le bras supérieur à 30 degrés sur une période de temps. Ça ne va pas être possible de faire avec Grafana. Donc c'est pourquoi on s'est proposé en fait donc on avait vu ce qui était possible de faire avec la stack TIG, et on s'est proposé d'aller voir ce qui était possible de faire avec d'autres stacks. Et donc du coup, on s'est tourné vers la stack Elastic. Ce qu'il faut savoir, c'est que Elastic ont introduit la possibilité de faire des time series en 2016, si je ne dis pas de bêtises. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans cette stack Elastic? On va trouver Bits. Bits, c'est l'agent de collecte, c'est l'équivalent de Télégraphe. Donc c'est un petit programme qui va pouvoir tourner quelque part et envoyer vos données. Il y avait un Bits MQTT dédié. C'est un truc qui est contribué par la collectivité et je me suis pas mal battu pour essayer de le faire tourner et j'ai pas réussi à le faire tourner. Donc on va voir après, on s'est rabattu sur Node-RED qui nous pousse le HTTP directement. Elasticsearch, c'est le moteur d'indexation basé sur Lucene, tout le monde connaît. Presque, j'espère. Et enfin, Kibana qui va nous permettre de faire nos dashboards. Donc je vous disais, Elastic pour les time series, ça a été introduit en 2016. C'est Timelion. Alors ils veulent qu'on le prononce Timeline. Donc ça nous donne la possibilité de venir travailler avec des données, avec des séries temporelles. À quoi ça va ressembler? Je vais venir ici.
Donc, au niveau d'Elastic, on va avoir la possibilité, l'équivalent de la connexion à la base de données, ça va être la création, donc le management des index. Donc, si je viens voir ici dans les index patterns, voilà. Donc, je vais créer des patterns d'index. L'avantage des patterns d'index, c'est que ça me permet d'avoir des index un index pour le bras droit, un index pour le bras gauche, et d'avoir un pattern IMU ARM qui me permet de requêter sur les deux en même temps. Ensuite, on va pouvoir avoir TimeLion qui va me permettre de créer des requêtes sur mes index. Voilà, Kibana, charge. Voilà. Donc là, on est un petit peu plus nu qu'on était avec Grafana parce que voilà, je suis là, j'ai ça. Et puis, il faut que je vienne ici mettre du code. Alors, j'ai un peu de complétion qui vient m'aider à mettre mon code, mais on est quand même sur quelque chose de beaucoup moins convivial que ce qu'on avait au sein de Grafana. Donc, comme je ne veux pas me tromper, on va aller voir directement des composants qu'on avait préparés pour vous montrer ce que donne la syntaxe. Donc si je prends par exemple ici les bras en fonction du temps, je vais arriver à une syntaxe comme ça pour représenter finalement l'activité de mes bras en fonction du temps. Donc on précise l'index, on précise la métrique. Il y a un langage avec un système où la métrique est égale à AVG pour la moyenne de points Y. C'est pas forcément très convivial. Au final, on va donc créer nos différents composants de visualisation et après, on va pouvoir venir. Alors, je crois qu'il était déjà préchargé, voilà. On va pouvoir venir les précharger, enfin les charger dans un dashboard. On va représenter. Donc, on va retrouver mes bras, mes jambes, ma fréquence cardiaque, mon dos. Un des avantages par rapport à Grafana qu'on n'avait pas tout à l'heure, c'est cette petite barre rouge donc, qui facilite un petit peu l'analyse sur les graphes, puisque quand je la déplace d'un côté, elle se déplace dans les autres graphiques. Donc, elle me permet de voir effectivement que le dos ne bougeait plus, était droit lorsque Sébastien était assis et que sa fréquence cardiaque diminuait. Et puis là, je vais avoir la possibilité de créer d'autres types de représentations que me permettent Kibana. Donc, par exemple, ici, j'ai une représentation du comptage de nombre de points de mesure dans des plages de fréquence cardiaque. Donc, j'ai les plages de fréquence cardiaque entre 0,60, 61 et 80, on n'avait pas de points. Donc entre 80 et 100, 101, 120 et 121, 160. Et donc à partir de ça, je vais pouvoir accéder à d'autres types de représentations qui peuvent me faciliter les analyses. J'ai aussi la possibilité d'essayer de faire des pourcentages de points au-dessus d'une certaine valeur dans la plage de temps, celui qu'on n'arrivait pas à faire avec Grafana. Mais là, le système n'est pas parfait non plus, parce que ce qui se passe, c'est que pour représenter mon graphique au niveau de Kibana, il ne peut pas représenter tous mes points de mesure si la plage est trop grande. Donc il va faire ce qu'on appelle du downsampling. Donc il va prendre des mesures d'intervalle pour lesquelles ça va calculer la moyenne de la valeur. Donc éventuellement, si j'avais un point à 0, un point à 100, il va renvoyer 50 pour l'intervalle. Et du coup, au moment où moi je fais mon calcul pour savoir quels sont le nombre de points où j'étais au-dessus de 80 dans mon intervalle de temps, j'en ai pas. Donc là, et aussi, la mesure est biaisée. Donc si on veut vraiment avoir une mesure exacte, il faudra aller directement taper sur le moteur de la base sans passer par les possibilités du dashboard. Donc si on fait le résumé de toutes ces informations qu'on vous a expliquées depuis le début, on avait découpé notre projet en plusieurs parties. Donc pour la partie mesure, donc on retrouve nos différents capteurs, donc avec le petit logo Arduino pour les 6 capteurs que porte Christophe actuellement, et le cardiofréquence-mètre qui est en Bluetooth. Ensuite, pour la partie collecte, donc là, c'est le Raspberry Pi qui porte à la ceinture, dans lequel on va retrouver notre serveur avec une TT, donc Mosquito, et le TL Node-RED. Donc en termes de flux de données, ce qui se passe, c'est que au niveau des capteurs Arduino, ils vont poster via le Wi-Fi, via le réseau Wi-Fi directement leurs informations dans le topic MQTT correspondant. Pour les données issues du capteur cardiaque, on a des données en fait, qui sont consommées directement par le Node-RED via un plugin qu'on a installé dessus. Donc ensuite, le Node-RED vient aussi consommer les données brutes qui sont présentes dans le topic MQTT. Il va juste les timestamper et les repousser dans les topics correspondants, où là, on aura les données qui seront prêtes à être enregistrées en base de données. Ensuite, pour la partie stockage, donc là,
juste un petit détail technique, ce qu'on a décidé de faire pour le poste d'analyse. On a décidé, vu qu'on avait une stack qui commençait à grossir de plus en plus, à utiliser Docker pour pouvoir avoir une solution qui soit portable. Donc chaque service qu'on va retrouver en fait dans notre stack d'analyse est un conteneur Docker. Donc le Node-RED qui est sur le poste d'analyse va venir consommer les données timestampées qui sont présentes dans les différents topics MQTT. Et ensuite, via différents moyens, il va les enregistrer en base. Donc pour InfluDB, là on a un plugin qui est installé sur le Node-RED qui permet de pousser les données dans InfluDB. Pour Elastic, on était parti au début sur le choix d'un plugin. Ça ne fonctionnait pas tout à fait très bien, donc on s'est dit qu'on allait tout simplement utiliser l'API REST que propose Elasticsearch pour enregistrer les données. Ensuite, pour la partie visualisation et analyse, donc analyse, du coup, comme on l'a vu, plus pour Kibana. Donc là, on a Kibana et Grafana qui nous permettent du coup de comparer nos différentes solutions. Et donc du coup, Kibana va aller rechercher ces données dans Elasticsearch pour pouvoir les utiliser, et Grafana dans InfluDB. Le seul élément de la stack qui est absent, c'est ce que vous présentez Christophe tout à l'heure pour la gestion du temps. Vu qu'on est sur de la time series, le temps c'est hyper important pour qu'on ait d'une part notre machine d'analyse et la machine qui enregistre les données soit la même heure, mais aussi pour que chaque donnée soit à la même heure pour qu'on puisse conclure sur une pénibilité suite à un mouvement, qu'on voit par exemple le rythme cardiaque augmenter à la même fréquence. Donc pour ça, sur le PC d'analyse, on a un conteneur qui héberge un serveur NTP, et c'est sur ce serveur que va venir se synchroniser le Raspberry Pi. Donc en conclusion, les limites de ce projet, tout d'abord, on a fait le choix d'utiliser un réseau Wi-Fi, un réseau sans fil. On peut imaginer que pour des problématiques, des gens qui travaillent dans l'industrie, qui ont des problématiques autour des environnements. Voilà. Les gens qui vont travailler dans l'industrie avec un environnement contrôlé, voilà. On n'est peut-être pas d'accord pour que tout le monde se balade avec un réseau Wi-Fi à la ceinture. Même au niveau des salariés, bon, moi je me balade actuellement avec quand même un réseau Wi-Fi accroché à la ceinture. J'ai déjà fait mes enfants, ça devrait aller. L'autre problématique qu'on a, c'est l'autonomie des capteurs. Donc l'autonomie des capteurs, actuellement, on est à peu près à 2h30 d'autonomie. Ouais. Alors, on n'est pas complètement optimisé, hein, parce qu'on pourrait laisser le processeur au repos. On a vraiment travaillé avec tous les cycles. Si on regarde les bracelets, tout ce qui est tracker d'activité et tout, par exemple, là, j'ai 3 jours d'autonomie, j'ai un écran, j'ai le cardiofréquencemètre, j'ai un gyroscope pour compter mes pas. Donc, ils font beaucoup mieux que ce qu'on a fait nous. On travaillera sur cette partie-là. L'encombrement des capteurs, donc qui reste encore un peu encombrant finalement sur la personne, même si on essaie de limiter la chose au maximum. Si on réduit, on pourra les travailler mieux. Puis enfin, dernier point un peu limite du projet, c'est qu'on s'attaque à des données biologiques, donc notamment avec la fréquence cardiaque. Typiquement, si vous faites la mesure un jour, vous changez la config du poste de travail, vous faites la mesure le lendemain, sauf que juste après, je dois aller passer mon entretien annuel, sachant que je vais me faire engueuler, ou que la machine à café, au contraire, était en panne le matin, il y a des chances que ma fréquence cardiaque ne soit pas sur les mêmes normes que la veille. Donc à partir du moment qu'on s'intéresse à de la donnée biologique, il va falloir aussi éventuellement tenir compte de choses qu'on ne mesure pas et multiplier les échantillons. Et donc il nous reste un tout petit peu de temps pour les questions. Oui. Alors, est-ce qu'on a commencé à le mettre en œuvre ? Pas complètement. On a presque fini sur du conférence-driven développement. On ne va pas tarder à y aller là. On en a discuté. Ils ont suivi toute la première phase de développement et ça ne va pas tarder à être mis en œuvre. Et du coup, on a pitché un peu le truc auprès d'autres clients et ça intéresse effectivement pas mal de monde. Il y avait une autre question juste derrière. C'était la même, ok. Puis d'autres questions. Je vous remercie. Et... Merci. Ah. Oui. Alors, effectivement, on va essayer. Alors, est-ce qu'on va aller plus loin sur l'analyse des données ? On ira plus loin, effectivement, avec la création de dashboard. Et en plus, j'ai un rêve derrière qui serait de faire d'embarquer une analyse temps réel pour faire, par exemple, de la correction de position.
déterminer que la personne se penche et travaille uniquement avec son dos, et être capable de le rappeler à l'ordre pour lui dire fléchis les cuisses au lieu de tout lever avec ton dos. Voilà. Et on est à court de temps. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de conférence. Merci.